Bonsoir à tous. Donc il est 18h30, donc on va commencer. Donc merci à tous d'être présents. Donc ce soir, on accueille Antoine Berthe, ancien porte-parole de l'Action française et Camelot du Roi. Donc merci à toi d'être présent ici pour nous parler du militantisme à l'AF. Donc je vais pouvoir te laisser commencer. C'est gentil. C'est gentil. Je suis hyper heureux d'être avec vous. Ce soir, je vous propose de parler de militantisme. On va en parler pas mal. Le but, c'est que ça dure, une demi-heure, 3/4 d'heure grand max, et qu'il y ait beaucoup de place pour les questions, parce que je pense que le militantisme, c'est beaucoup d'échanges. Alors, je suis sur question-conférence, je pense que je suis sur le bon canal, et on va commencer. Alors, avant de parler militantisme, on va faire un petit état des lieux très rapide, en se posant les bonnes questions. Qui sommes-nous ? On est des hommes et des femmes français, tout simplement. Nos convictions, nous sommes aristotéliciens, thomistes et maurrassiens. Quels sont nos moyens d'action ? Ils sont politiques et culturels. Et quel est l'outil ? C'est l'Action française. Voilà, si je devais dresser rapidement, succinctement, en synthèse, non pas un état des lieux, mais un terrain, un terreau, voilà. Voilà comment je délimite le champ dans lequel on va se poser ce soir. Et moi, je suis littéralement assis dans un champ. Bon, je sais pas si il y a que moi que ça fait rire, mais parce que je vous entends pas, mais j'ose espérer que l'acteur rigolait. D'abord, le mouvement de l'Action française, c'est un mouvement, j'allais dire enraciné dans l'histoire, certes, parce que c'est un mouvement qui est plus que centenaire. C'est aussi un mouvement qui a évolué politiquement, puisque au départ, il n'était d'ailleurs pas monarchiste. Il est devenu monarchiste avec l'arrivée de Maurras, qui faisait pas du tout partie des fondateurs, et qui a publié cette enquête sur la monarchie, qui est un questionnement. La monarchie est-elle de salut public ? Il se pose la question. Et comme les gens de l'Action française à l'époque et toujours maintenant, mais dès l'époque évidemment, étaient des gens sensés et politiques, ils se sont dit écoutez, on va voir les arguments qu'a ce monsieur, et effectivement les arguments les ont convaincus. Je tiens à dire qu'ils ne les ont pas séduits, mais les ont convaincus, parce que à l'époque la monarchie s'entendait de manière très, on pourrait dire romantique maintenant, c'est-à-dire beaucoup de rapports à la fois. Alors pourquoi pas, mais en tout cas, elle ne s'expliquait pas avec des arguments politiques. Or, Maurras a été le premier à les publier et à faire cette étude, et c'est comme ça qu'il a réussi à convaincre un certain nombre de gens. Maintenant, nous, notre pari, c'est de se dire, nous, on a été convaincus, pourquoi pas les autres. Alors, l'Action française enracinée dans l'histoire, plein d'histoires, donc plus que centenaire. Elle a accompagné la France dans tous ces événements, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, guerre d'Algérie, pour parler d'abord des conflits, parce que c'est vrai que c'est souvent les conflits qui font les grandes histoires des peuples, dans la gloire comme dans la défaite, et dans les heures troubles. On va pas revenir dessus. Moi, ce qui m'intéresse dans l'enracinement, c'est plutôt l'enracinement physique sur le territoire national. Et c'est une force à la F, c'est de s'appuyer sur des sections locales qui forment des fédérations qui après font que le mouvement est national. On ne parlera pas de l'Action française Normandie, de l'Action française Strasbourg, mais de l'Action française à Strasbourg, de l'Action française en Normandie, et ce sont ces sections qui font que l'Action française est pertinente, parce que vous le savez aussi bien que moi, la France, c'est un pays qui est pluriel par son identité, c'est-à-dire qu'il y a des identités régionales qui font l'identité nationale. Eh bien, dans la mesure où on a des Basques, des Normands, des Bretons, pour paraphraser une chanson que vous connaissez sûrement, eh bien, on montre qu'on est aussi pertinent, c'est-à-dire que on brasse l'éventail large des cultures françaises. On n'est pas un mouvement exclusif à la culture du Sud ou à la culture du Nord, de l'Est, celte, que sais-je encore. Et encore celte, qu'est-ce que ça veut dire ? Quasiment tous les peuples français sont celtes. Enfin bref. Donc ça, premier élément. Deuxième élément, il y a aussi le volet social. À l'Action française, vous allez retrouver des militants
qui sont issus de, on va appeler ça de couches sociales, de CPS, de catégories professionnelles et sociales, ou on dit plus CSP, différentes. Des 4 sup, des mecs qui font des écoles de commerce, des personnes qui sont chômeurs, des personnes qui ont fait des études courtes, des études longues, pas d'études, des artisans, voilà. Il y a vraiment de tout. Et on se rejoint dans un projet commun. Mais ça, c'est super parce qu'on n'est pas un mouvement de riches, on n'est pas un mouvement de pauvres, on n'est pas un mouvement de bourgeois, de privilégiés, on n'est pas non plus un mouvement qui crache sur le savoir et la performance. Donc on est enraciné localement, donc sur le territoire, et on est aussi enraciné dans la réalité sociale française. Voilà, ça c'est 2 mises au point que je voulais faire avant parce que ça démontre pour moi, ça me conforte dans mon choix de l'Action française comme outil de militantisme. Alors à l'AF, je vais vous parler un peu de moi parce que je pense que, enfin, pas de moi personnellement entre guillemets, mais du moi militant, parce que c'est le meilleur exemple qu'on puisse donner quand on parle de militantisme, c'est de parler de moments qu'on a vécu ou de choses qui nous ont fait comprendre, enfin, de choses qui nous ont fait grandir, avancer, séduite, convaincus, etc. Donc la première chose qui m'a plu à l'AF, c'est ce que j'appelle le militantisme hebdomadaire. Donc, premier point, dans les modes d'action de l'Action française, il y a le militantisme hebdomadaire. Ce militantisme hebdomadaire se traduit en 2 volets. Il y a le contenu et le contenant. Le contenu, c'est la formation. C'est la sève de notre mouvement. Cette formation, elle se traduit par la tenue de cercles. Généralement, ce sont des cercles hebdomadaires, avec une présence qui est à mon sens indispensable. Le contenu sans le contenant marche pas, et l'inverse est vrai aussi. Voilà. Donc, indispensable de participer à un cercle par semaine, du moins à la majorité des cercles auxquels on peut participer. Cercle de formation, il y a un cycle de formation qu'on appelle niveau 1 et un niveau 2. Le niveau 1, ce sera de la philosophie aristotélicienne, donc les idées d'Aristote. Qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que la société, qu'est-ce que la nation, qu'est-ce que la patrie, et bien sûr avec les idées de Maurras et les idées de saint Thomas et bien d'autres penseurs. Mais ce seront d'abord l'exploration et la compréhension de notions. Et dans le cycle 2, on va utiliser ces notions, ces axiomes, ces bases, d'accord, philosophiques, pour pouvoir comprendre des mécanismes. Pour ceux qui l'ont vécu au camp Maxime Réal Descartes, au camp d'été, le CMRDS, le fameux, qui est formidable, vous avez effectivement ces niveaux 1, niveau 2, maintenant il y a même niveau 3, où il y a plus de réflexion, pas d'invention, mais réflexion, application de la compréhension des axiomes et des mécanismes. Vous avez en plus de ces cycles de conférences qui sont communs à toute la France, des conférences un peu plus, j'allais dire un peu plus ponctuelles, comme celle que nous avons ici par exemple, où nous parlons de militantisme, celle qu'on a pu avoir à d'autres moments pendant sur ce Discord, sont des conférences peut-être plus actuelles parce que on n'est pas forcément dans la formation philosophique, mais plus soit dans de la compréhension du monde et de la société, soit dans le traitement d'un sujet brûlant, voilà, ou un sujet technique, comme on voit ici, puisque je pense que le militantisme, en tout cas pour moi, c'est un cercle que j'estime être un cercle technique. Donc, cercle de formation, niveau 1, niveau 2, puis niveau 3, et des conférences ou des cercles un peu plus ponctuels sur des sujets un peu plus, on va dire, exotiques. Ensuite, il y a les actions de diffusion d'idées. 3 actions, on va dire, classiques: le tractage, le collage et les ventes. Ces actions sont parfois décriées par certains, surtout sur Internet, puisqu'ils disent « Non mais attendez, vous vous prenez pour un mouvement national, et la seule action que vous faites, alors ils parlent souvent de sections ou d'actions ponctuelles, c'est d'aller distribuer, allez, vous allez distribuer quoi, 200 tracts, 300 tracts, c'est rien du tout.
Eh bien moi je leur réponds qu'en fin de compte, un mouvement politique qui n'est pas dans le réel, c'est-à-dire qui se contente d'être sur Internet mais pas dans la rue, on en connaît, alors je ne veux pas te donner de nom, mais généralement quand ils font des manifs, les mecs sont 800, 1000 ou 1000 sur les événements Facebook, et dans la réalité ils sont 30. Je pense que vous voyez tous le genre de groupuscule dont je veux parler. C'est pitoyable. Ça montre que pour la plupart c'est de la posture, et ils sont pas enracinés dans leur commune. On parlait de l'AF, mouvement enraciné, c'est en ça que l'AF est un mouvement enraciné, c'est-à-dire qu'on a des sections partout, mais chaque section est actrice, dans sa ville. On peut les trouver. Moi, je sais que dans ma ville, les mecs de l'AF vont vendre le journal ou vont tracter souvent le mercredi à 19h. Je sais que je peux aller les trouver là. Si j'ai des questions sur l'AF, etc., je peux y aller, je peux leur serrer la main, je peux choper des autocs, etc., etc., etc. C'est hyper important d'occuper l'espace et d'exister dans la vraie vie. Ensuite, il y a des actions de diffusion d'idées, collage, autocollage, qui sont proposées, qui sont aussi importantes, puisque certains diraient on marque un territoire. Moi, je pense plutôt que en fait, l'affiche et l'autocollant, c'est l'ancêtre du même. Mais c'est un ancêtre qui est pas si ancêtre que ça, puisque mettre une image, en réalité une idée, sur le chemin de quelqu'un, que ce soit le chemin pour aller au sport, au travail, prendre le bus ou j'en sais rien, qu'il va voir plusieurs fois dans la semaine, c'est hyper impactant. Pas pour rien que ça existe encore, les publicités roulantes dans la rue, etc. Des gens qui vous diraient mais les collages ça sert à rien. Pas du tout, ça sert au contraire. Une affiche collée, il y a un militant derrière. Un mème alors je parle pas pour son DM, mais une publication internet, c'est une personne qui a cliqué sur un ou qui a fabriqué qui a dessiné, etc. Mais c'est beaucoup plus impersonnel. Là, l'affiche collée dans mon quartier, c'est un mec qui s'est levé le soir, il y a une semaine, il y a 2 jours, il y a 3 jours, qui allait coller ici pour m'apporter à moi, qui habite cet endroit, son message. Et bien, mine de rien, l'impact est très fort. Alors, pas forcément énormément de gens qui les voient non plus. Faut remettre un peu l'église au milieu du village. Néanmoins, la dimension de proximité avec la population est énorme. Alors, je pense qu'on aurait tort de faire que des autocollages. Pourquoi est-ce qu'on aurait tort ? Parce que les autocollages sont très visibles pour les jeunes, généralement les trentenaires et moins, mais pour les gens plus âgés, les autocs sont beaucoup moins visibles. Alors, je ne fais pas de guerre de génération, c'est parce que je dis, mais vous avez compris l'idée. Je me rappelle d'avoir parlé avec des vieux militants, les mecs, pour eux, déjà coller des affiches avec des images, c'était un peu ouf. À leur époque, on collait des sortes de journaux, en fait, avec des idées, c'était très long, il y avait des textes entiers et tout, c'est ça qui collait. Alors déjà, des affiches avec des images, c'était bizarre, et des autocollants incompréhensibles pour eux. Et c'était des gens qui étaient pas si vieux, qui avaient peut-être 70 balais, ou voilà, donc c'est pas si vieux que ça. Donc c'est assez rigolo de voir ces différences de génération aussi, parce que les autocollants, ça peut vite être sale. Alors que l'affichage, ça prend beaucoup plus de place, c'est beaucoup plus remarquable. Voilà l'idée. Alors je regarde un peu les questions. Aristote, saint Thomas d'Aquin pensait une politique liée à la métaphysique. Or, Maurras a été influencé par Auguste Comte, qui ne la pensait pas métaphysique. Comment concilier ces contradictions ? Alors, oui, c'est des contradictions. Et en fait, c'en est pas une. Je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, ce n'est pas une pro l'AF. Pourquoi ? Parce que ce que disait Maurras, et je pense qu'il n'est pas idiot, il disait que la métaphysique, ça marche pour les gens qui sont croyants. N'est-ce pas ? Or, si vous n'êtes pas croyant, vous n'avez pas de foi. Si vous êtes chrétien, vous estimez que c'est une grâce, donc que ça vous est donné, même si vous pouvez la chercher. On peut pas reprocher à quelqu'un de pas avoir la foi. Donc, ça veut dire qu'il faut bien trouver des axiomes philosophiques qui vont aussi à des personnes qui ne sont pas croyantes. Donc, il est entendable pour des personnes athées de se tourner vers le positivisme de Comte. C'est entendable puisque c'est cohérent avec, on va appeler leur base philosophique. Et
avec le positivisme de Comte, on peut tout à fait venir à la royauté, enfin au monarchisme et au nationalisme et au militantisme, etc., etc. Voilà la réponse. On peut trouver à l'Action française des gens qui ont des bases philosophiques différentes et qui pourtant se retrouvent sur leurs conclusions, et je pense que c'est une force. C'est très bien, il faut en être fier, il faut le célébrer. Vous parlez des canaux du roi, mais je vais en parler après. Bon, je vous propose qu'on fasse les questions après, mais je les oublie pas, il y a aucun problème. Je continue. Ces actions hebdomadaires, elles sont indispensables parce que c'est ces actions qui vont rythmer la vie d'une section. En réalité, ce sont les actions que vous allez le plus faire dans l'année. Voilà. Plus elles sont répétées, plus il y a de gens qui viennent, plus la section est vivante, parce que ce sont ces événements-là, ces petits événements entre guillemets du quotidien, qui vont mobiliser sur les événements les plus sur les gros événements, quoi, les événements qui vont avoir on va dire un impact politique plus fort. Je me remets sur le serveur, voilà. Alors, j'ai parlé des modes d'action hebdomadaires, donc la formation avec les cercles, etc. La diffusion d'idées, tractage, collage, vente. Les ventes, c'est super parce que vous vous collez, et les ventes et tractages, vous rencontrez des gens qui vont vous poser des questions directement. Moi, je savais que, en tout cas, quand j'ai commencé à militer, c'était super parce que je faisais la formation des cercles. Nous, on allait vendre juste avant les cercles. Donc, on allait le mercredi à la Sorbonne. À l'époque, où j'étais chef de vente, quand j'ai commencé, on vendait le journal, donc la F2000, et les mecs me disaient, oui, mais si on avait un roi fou, impossible de répondre. J'ai dit, bah écoutez, merci pour la question, parce que j'avoue que cette question, je me la suis, parce que je bois une bière à côté, désolé, c'est convivial, Discord, hein, il faut faire avec. J'ai posé la question, j'ai eu ma réponse, qui était une super réponse, par François Martillac, pour le coup, un mec de l'EF qui est super, qui est responsable éditorial qui était responsable éditorial de l'EF 2000, je sais plus ce qu'il fait maintenant, mais quel poste il a exactement, mais il est, je crois qu'il fait l'édito, enfin, je sais qu'il fait l'édito sur le site, en tout cas, et la newsletter. Donc, j'ai pu lui poser ma question. Et la semaine d'après, j'ai revu le mec, je lui en ai parlé, et je lui ai donné la réponse qu'il m'avait donnée. Et, du coup, le mec me dit, ah, bah, c'est pas mal, il m'a acheté le journal. Vous voyez? Et donc, rencontrer, des gens qui n'ont jamais entendu parler, qui s'intéressent pas forcément beaucoup à la politique, aux politiques, et qui en plus n'ont jamais entendu parler de monarchisme et de nationalisme, et là on peut leur parler directement et aussi voir où on en est nous en termes de formation, d'échange, de discussion, de capacité de persuasion grâce à la force de nos idées. Voilà. Donc c'est un excellent exercice, et je dirais même un exercice indispensable. C'est peut-être le meilleur média training que vous puissiez faire. J'en viens maintenant au militantisme exceptionnel, puisque c'est un militantisme qui va peut-être avoir plus de... Ah oui, quelle était cette réponse concernant le roi fou? Excellent, dans l'histoire, il y a eu des rois fous, n'est-ce pas? Il y en a déjà eu en France. Pourtant, est-ce que la France est morte? Non. Il y a eu en fait, la réponse, c'est la régence, hein, tout simplement. Il est possible d'avoir une régence, et il y a plein de règles autour de la régence, etc., ce qui fait que la couronne étant toujours indisponible, c'est le roi fou qui est roi, mais comme il est incompétent, parce qu'il a une pathologie, eh bien, il y a quelqu'un qui prend la régence et qui est désigné par des règles, tout simplement. Militantisme exceptionnel. Alors là, ce sont des mobilisations beaucoup plus ponctuelles. Par exemple, les manifestations, les actions on appelle ça l'agite-propre. Agitation de propagande, c'est un terme qui vient du militantisme bolchevique, mais qui est assez vrai. Agitation, parce que c'est faire du bruit, c'est attirer l'attention, et propagande, c'est pas, maintenant ça revêt un sens, on va dire néfaste, un sens mauvais, mais en réalité, propagande, c'est simplement de la diffusion d'idées. Voilà, dernière propagande, souvent c'est propagande d'État, qu'on entend, mais propagande, ça n'a rien de péjoratif, ça n'a rien de dépréciatif. Bien au contraire, si on s'attache au sens même du mot. Donc ces actions vont mobiliser des gens un cercle beaucoup plus large, et vont demander
énormément de travail de la part des militants, mais c'est aussi ce qui donne le plus de force, j'allais dire. J'ai des souvenirs super d'événements, de manifs ou d'actions qu'on a fait. Si je peux donner deux de mes meilleurs souvenirs pour ceux qui me connaissent ou ceux qui les ont vécus avec moi, peut-être qu'il y en a là sur ce serveur, auquel cas qu'ils se fassent connaître. Il y a l'action sur la pièce de théâtre de Romeo Castellucci au théâtre du Châtelet qui s'appelait Sur le concept du visage du Fils de Dieu, je crois. Donc c'était une pièce qui était jouée dans un théâtre public, donc financée avec l'argent public, où il jetait des trucs sur le visage du Christ, etc. Et nous, en tant que Français, pas forcément en tant que catholiques, donc Français, voilà, on trouvait ça dégueulasse que ce soit encore cette forme d'art qui soit subventionnée, etc., par notre argent. Donc on était allés pour fermer le théâtre, etc., une trentaine, on s'était tous embarqués. Bon, c'était ma première garde à vue, j'ai des super souvenirs de ça. J'ai adoré. Voilà. C'est là que j'ai vraiment commencé à kiffer. Voilà, c'est un super souvenir. Et un autre très bon souvenir, une manif qui était pas mal, qu'on avait organisée contre l'intervention en Syrie. On avait créé un collectif bidon, collectif des étudiants anti-impérialistes. On avait acheté des caissiers, des machins, c'était mis en petite veste de treillis et tout, c'était rigolo. Et ça avait rassemblé quelques centaines de personnes, c'était pas mal. On a fait ça avec un groupe syrien patriote. Notre positionnement était pas mal parce qu'il n'était pas pro-Bachar, dont on s'en fout, hein, c'est pas le régime syrien, on n'en a rien à faire. Mais en disant, si Bachar doit faire partie de la solution, pourquoi pas. En tout cas, absolument pas d'intervention de la France en Syrie. Pourquoi est-ce qu'on aiderait ceux qui viennent après se faire exploser chez nous? Aucun intérêt. Voilà l'idée. Voilà les deux choses que j'ai retenues. Et ces deux événements sont passés à la télévision, ont été relayés. Ça a eu un impact politique certain. Pour le premier, un énorme. Pour le deuxième, moindre, mais existant quand même. Et c'était les fruits en tout cas de ces événements ont été bons. Ça crée des moments de partage, des moments d'innovation, des moments de cohésion qui toute ma vie resteront gravés, ça c'est certain. Ensuite, il y a les réunions publiques. Les réunions publiques, c'est la vitrine d'un mouvement. C'est un moment qui est beaucoup moins turbulent, beaucoup plus classe, beaucoup plus feutré, beaucoup plus institutionnel. Il faut en faire au moins une par an dans chaque section, puisque c'est ce qui permet de faire venir des familles, des curieux, des personnes, des gens qui ont plus de 30 ans, qui viendraient pas forcément à des grosses manifs ou des mobilisations un peu plus bourrin. Mais dans ce cadre-là, ils viennent avec grand plaisir. Voilà, donc ça c'est super. On en a organisé pas mal à Paris, parce que je suis dans la section Île-de-France. Et à chaque fois, il y a d'excellentes retombées. Il y a beaucoup de gens qui adhèrent. Les invités, faut toujours essayer d'avoir des invités intéressants et surtout, intéressants, du moins percutants. Parce que il y a une différence entre écrire des bouquins et parler en public. C'est vrai. Il y a des mecs qui sont excellents quand ils écrivent, mais alors la prose, quand ils parlent, c'est une horreur. L'inverse, c'est vrai aussi. Bon, il y en a qui excellent dans tout, hein, mais faut faire attention quand on fait des castings. Et surtout, essayer d'inviter des gens qui ne sont pas d'accord pour jouer les contradicteurs et les respecter. C'est aussi une force de l'AF qui le fait régulièrement. Et je trouve ça très bien. Dans ce militantisme exceptionnel, c'est celui qui porte le plus de fruits médiatiquement et politiquement, mais il ne saurait exister sans le militantisme hebdomadaire qui crée un appareil militant fort et efficace. J'espère que ça c'est très clair pour tout le monde. Un mec qui ne viendrait que aux événements dits exceptionnels, d'abord il serait un poids pour les autres militants parce qu'il ne serait pas formé. Donc il ne saurait pas comment réagir face à des situations tendues ou complexes. Il peut dire des bêtises, caméra, etc. Enfin voilà. Ça c'est vraiment penser qu'on peut passer à côté du militantisme hebdomadaire parce que nous, on est mieux que les autres et on va venir qu'aux événements exceptionnels parce qu'effectivement c'est un gros kiff. Mais du coup,
on n'est pas efficace. Et pire, on peut desservir la cause et on dessert les camarades qui ont beaucoup travaillé. Donc les camelots, c'est comment expliquer ça, ont été créés dans les débuts de l'Action française, pas au début, mais dans les débuts, et c'était les vendeurs du journal, mais c'était aussi, on va dire, les troupes de choc. Le service d'ordre, en fait, c'était les militants. Vous aviez une vraie différence entre le ligueur d'Action française, donc qui était l'adhérent, pas le sympathisant, qui était vraiment l'adhérent, et le militant, qui était le camelot du roi. Les camelots du roi ont eu leur apogée avant la Première Guerre mondiale, puis après avec la crise de 34. Mais il y a beaucoup de chefs des camelots du roi qui sont morts, comme beaucoup de braves Français malheureusement. Les derniers qui restent, soit on a sauté une génération, soit les braves de nos familles sont morts. Mais on a tous ou un oncle ou un arrière-grand-père, enfin un arrière-oncle. Vous voyez ce que je veux dire. Tout le monde a forcément un lien avec quelqu'un qui est mort ou qui a fait cette guerre. Et bien sûr, dans la F, il y avait plein de mecs, il y a plein de militants qui sont portés volontaires, qui sont allés au front, d'autres qui étaient mobilisés, évidemment, mais plein qui sont mobilisés, enfin qui étaient volontaires, alors qu'ils n'étaient pas encore appelés, c'était pas encore leur tour, et qui malheureusement sont morts sur le front, et ça a beaucoup affaibli la F, mais ça a sauvé la France. Donc je pense que on peut leur rendre un petit hommage ce soir, voilà, en ayant une pensée, peut-être une prière pour ceux qui croient pour eux. C'est un bel exemple pour nous tous. Et donc, le militant camelot du roi reçoit une plaque de camelot, une plaque qui date des années souvent 10, 20 ou 30, puisque c'était les dates d'édition, et il est camelot à vie. Ça implique une mobilisation constante. Il y a une sorte de serment implicite, c'est-à-dire que il sera toujours de la F. Et le jour où il meurt, en théorie, enfin, c'était la règle jusqu'à maintenant, et moi c'est ce que je compte la respecter, sa plaque de camelot ne lui appartient pas, elle doit être retournée au mouvement. Elle reste pas dans sa famille. Et je trouve ça très beau, parce que ça montre que c'était pas une médaille, une décoration qu'on encadre au-dessus de la cheminée, c'est une fonction qui est donnée, une mission qui est donnée à un homme, à une personne, à une femme, un individu, un Français militant, pour qu'il milite pour ses idées, et c'est pas quelque chose pour faire de la déco au-dessus de dans la cuisine ou dans le salon. Voilà. Alors, je vais prendre la suite et je vais faire rapidement sur les écueils du militantisme. C'est hyper important d'en parler. Il faut absolument pas évider la question. Y a-t-il beaucoup de camelots du roi? Alors, je crois pas qu'il y en ait beaucoup, mais effectivement, il y en a. En tout cas, dans les plaques bleues, on pourrait dire que c'est les camelots du roi d'aujourd'hui. Peut-être que dans 50 ans ou 100 ans, on mettra des plaques bleues comme truc un peu honorifique, j'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que oui, il y en a dans les plaques bleues, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Dans les risques, dans le militantisme, il faut être faut faire hyper attention. Et ça a été le cas à la F, on a fait hyper attention à ces questions-là. Sont d'abord les risques externes, alors j'en ai parlé un petit peu, la répression policière, etc. Il y a un peu des emmerdes, mais c'est surtout les risques internes. Alors qu'est-ce que c'est les risques internes? C'est ce qu'on pourrait appeler une sorte de communautarisme. Alors j'aime pas ce mot, mais vous allez comprendre pourquoi. Quand j'appelle ça communautarisme, c'est ce que je disais sur les FAF, un peu la sous-culture. En fin de compte, vous venez dans un milieu, et puis les gens se connaissent, et puis il y a d'autres mouvements, et puis il y a des histoires, et puis il y a des histoires de mecs, de meufs, de boulot, j'en sais rien. Ça crée des problèmes, c'est complètement contre-productif. Les mecs finissent par se tomber dessus. Parfois il y a des trucs, il y a de la casse. Il y a un type un jour qui a perdu un œil. Bon, lui on le regrette pas, mais enfin, du moins il était pas de chez nous. Mais voilà, il faut ça fout complètement la merde. C'est-à-dire j'en ai rien à foutre moi. Les histoires sentimentales ou machin, où il a mal parlé, etc. Ça rend les trucs à la con, c'est des trucs des gamins. Et en plus, c'est des types généralement souvent qui sont pas des bons militants. Donc ça, premier point, le côté le côté milieu, les histoires, les embrouilles, les machins, vraiment faut éviter. Deuxième écueil, une sorte de paupérisation militante. Parfois on le voit, il y a des types, ils sont pris de passion pour le militantisme, très bien. C'est une très bonne chose, moi je l'ai été aussi, je le suis toujours. C'est super. Mais quand on est plus jeune, quand on a 16, 18 ans, 19 ans, c'est nouveau, puis on vit un truc super, et puis
Voilà, on y pense vraiment beaucoup, souvent on fait beaucoup de trucs, on est hyperactif, etc. Et c'est très très bien, il n'y a pas de problème. Mais il y en a qui du coup n'envisagent leur vie que qu'à l'aune du militantisme. Et certains, j'allais dire presque se désinsèrent socialement. C'est complètement l'inverse qu'il faut faire. On est un bon militant parce qu'on est dans la société, ou du moins qu'on connaît le monde. On n'est pas un bon militant si on s'isole. Moi, j'ai des mecs qui me disaient, ouais, mais ah putain, mes anciens potes, ils pensaient plus comme moi, alors du coup, j'avais du mal, machin. Mais attends, ta famille aussi, elle pense pas forcément comme toi. Hein. Moi, j'ai des amis. Il y a la marraine d'un de mes fils. Elle a une sorte de féminisme, on va dire. Elle est progressiste, du moins en partie. Elle n'est pas du tout de nos idées, mais ça reste une personne que j'apprécie énormément, avec qui je partage beaucoup de choses. Et je suis très heureux de la compter dans mes amis et je compte pas du tout qu'on s'embrouille pour des raisons politiques. Mais il y a des mecs qui n'en démordent pas et qui envisagent toute leur vie et tous les aspects de leur vie par ce prisme-là. Là, on devient complètement fou. On se communautarise littéralement et on se coupe de la société et on se coupe de notre but, parce que notre but, c'est de faire en sorte que des gens qui ne sont pas du tout contre-révolutionnaires le deviennent. Comment parler à ces gens si on n'en fréquente jamais? Je voyais la différence dans les ventes et dans les tractages. Je vous ai dit, c'est le meilleur moyen pour se rencontrer le reste de la population. Et là, il y a ceux qui ont, dans leur entourage, de leurs amis, etc., ceux qui ne pensent pas comme eux, qui ont l'habitude d'échanger de manière dépassionnée et de manière intelligente, et d'autres qui se braquent parce que, effectivement, il y en a qui sont très loin de nos idées et il est difficile de faire le chemin. Généralement, ils faisaient fuir les gens, alors que ceux qui avaient l'habitude d'échanger avec des gens qui ne pensaient pas comme nous, même si il y en a beaucoup qui nous rejettent, il y en a beaucoup machin, eux arrivaient à tenir des discussions intelligentes et à faire dire aux gens souvent, ah bah, vous voyez, c'est pas du tout l'image que j'avais de vous, en fait c'est pas mal, faudrait que je m'intéresse, faudrait que ça les faisait réfléchir, peut-être que le mec va pas adhérer, mais au moins il s'est dit, c'est loin de la caricature que j'en avais. Ensuite, il y a le dernier point dans cet écueil, et après j'arrête avec cet écueil, mais les mecs qui disaient, ouais, alors là, il faut venir une fois par semaine au cercle, une fois par semaine au tractage, puis au collage à telle heure, puis à telle heure le tel jour pour le truc de cohésion, et puis machin, et puis on va habiter ensemble, etc. Bon, ça part complètement en couille. Ça peut arriver, il faut faire hyper attention à ça, où il y en a qui arrivaient à confondre les notions de camarade et d'amis. Un camarade, c'est quelqu'un avec qui on milite, on est prêt à beaucoup de choses pour son camarade, même si on l'apprécie pas. Moi, il y a des mecs à la F que j'appréciais pas personnellement, ça m'est pas empêché de partir en garde à vue pour eux, ou entre guillemets de me mettre avec eux pour partir en gaffe, pour pas les laisser seuls, ou des trucs comme ça. Voilà. Même si les mecs, je les aime, on n'avait pas des personnalités compatibles, ça restait des camarades, donc je me suis mobilisé pour eux. Un ami, c'est quelqu'un de l'ordre de l'intime. Il y a des camarades qui peuvent devenir des amis, il y a des amis qui peuvent être des camarades, mais mêler absolument les deux, vouloir que tous ces amis soient forcément des camarades et que tous ces camarades soient forcément des amis, ça crée des histoires, une sorte de communautarisme, et des gens qui peut-être parfois sont moins disponibles et voudraient venir militer, sont complètement refroidis par ce genre de démarche, parce que voilà, ils ont une vie à côté, comme tout le monde, et ils peuvent pas venir non plus à 5-6 événements dans la semaine, ils peuvent venir à un seul, voire à un ou deux toutes les 2 semaines. Et voilà, l'AF a l'intelligence de pouvoir avoir une offre militante pour ces gens-là. Je vais terminer mon intervention par vous dire un peu ce que ça m'a apporté le militantisme. Bien sûr, ça m'a apporté des amis, ce que je disais tout à l'heure, avec le parrain de mon premier fils, qui était le chef du SO de l'AF. Alors, pour l'anecdote, c'était quelqu'un que je connaissais d'avant, mais qu'on se connaît depuis tout petit, mais on est devenus vraiment amis à l'AF. Ensuite, personnellement, ça a beaucoup façonné ma personnalité parce que j'ai rencontré des gens très différents de moi, qui venaient de couches sociales différentes, plus riches, plus pauvres, avec des facultés intellectuelles énormes, ou des gens peut-être moins qui avaient d'autres qualités. Enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est que ça m'a permis, un peu comme un service militaire, ça m'a permis de rencontrer des gens très divers, et je pense que ça m'a fait gagner beaucoup en maturité,
ensuite, il y a le côté, je suis parti, ce que j'ai écrit sur ma feuille, de petit faf incel à Chad Morassian. Voilà, j'espère qu'au moins la formulation en a fait rigoler quelques-uns. Ça m'a donné beaucoup de connaissances académiques, parce que j'ai fait pas mal de droit, donc notamment en droit constitutionnel. J'en suis beaucoup servi, beaucoup de culture générale aussi, et de philosophie. Et la philosophie aussi aristotélicienne a nourri beaucoup d'autres aspects, notamment spirituels, de ma vie. Voilà, ça c'est un peu plus intime, mais voilà, ça m'a beaucoup apporté. Et ensuite, des aptitudes professionnelles, parce que grâce à l'AF, j'ai managé des équipes sur des projets complexes. Donc, tu as une position de chef de projet, il faut coordonner des savoir-faire différents, sécurité, création, artistique, animation sur place avec les slogans, les mégaphones, etc. Logistique, évidemment. Donc, c'est très, 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 très large. C'est une super école, c'est aussi une super école de vie. Voilà. Alors, dernière chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que le militantisme, si on arrête au bout d'1 ou 2 ans, parce que souvent les mecs sont étudiants puis après ils arrêtent, ça sert à rien, quoi. Vraiment, ça sert pas à grand chose. Ce qu'il faut dans le militantisme, c'est durer. Par contre, il faut trouver les moyens de durer. Là maintenant, j'ai été pour vous dresser mon parcours, mais très rapidement, j'ai commencé. Je suis arrivé en 2009. On disait, bon, il y avait personne à Paris en plus, il y avait pas grand monde, une dizaine, 10, 15 de personnes grand max. Moi, j'habitais les Hauts-de-Seine. J'ai créé avec mes copains un cercle Clébert-Edens, Courbevoie, Agnières, Bois-Colombes, La Garenne-Colombe. On était une quinzaine déjà, en 6 mois, c'était sympa. Après, je suis passé responsable des jeunes de l'Île-de-France, puis responsable France des jeunes, enfin des étudiants de l'AF, secrétaire général étudiant, et enfin porte-parole. Et le porte-parole là, maintenant, je peux plus l'assumer depuis 2 ans, parce que je suis très pris au niveau professionnel, parce que j'ai aussi créé une société, etc. Et personnel, parce que j'ai 2 enfants. Mais voilà, je toujours les 2 pieds dans la F, et le cerveau, je pense clair et je continue à marcher droit. Toujours adhérer. C'est le premier et le dernier acte militant. C'est l'acte qu'on peut, c'est le premier acte adhérer. C'est l'acte qu'on peut faire même quand on ne peut pas militer parce qu'on est trop jeune ou parce que on est vraiment isolé dans sa campagne où il y a vraiment personne, où c'est vraiment difficile, je ne sais quoi. Voilà, c'est le premier. Et c'est aussi le dernier acte parce que quand on est trop vieux, voilà, j'ose espérer qu'à 90 ans, je serai encore adhérent parce que adhérer, c'est adhérer. Ça paraît idiot comme formulation, mais ça ne l'est pas du tout. Adhérer, c'est adhérer à des idées et adhérer à un outil et à un groupe d'hommes. Eh bien, moi, je pense que l'Action française est un bon outil pour mettre en application nos idées, et c'est pour ça que je compte y adhérer, du moins aussi longtemps que j'y croirai, et j'espère que ça ne s'arrêtera pas. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette conférence. Je vais prendre vos questions, je vais essayer de les lire une par une, et de remonter un petit peu. Si tu veux, je peux les lire. Ok, vas-y. Alors, on a une question de Lucas, de Bordeaux. Ouais. Pourriez-vous nous parler de votre parcours et comment êtes-vous devenu Camelot du Roi? Bon, ça tu l'as un peu expliqué, mais peut-être plus en... Mon parcours, c'est simple. J'ai toujours été dans le public, dans l'enseignement public, hein. Donc j'habitais dans le 92, dans des villes qui sont coupées en 3. Hein. Il y a une première strate très bourgeoise, on va dire très chère, une strate très islamisée avec beaucoup d'immigration, et entre les deux, la strate des classes moyennes. Et c'est horizontal, hein, voilà. Donc dans les villes, et moi j'ai toujours été au milieu, donc j'avais des potes des 2 côtés. J'ai des potes avec les grands bourgeois du centre-ville et avec les Polacs prolétaires qui habitaient en zone exogène. Voilà. Donc j'étais entre, et évidemment des mecs qui étaient comme moi. Donc j'ai grandi dans ce terreau-là, et du coup très vite j'ai été confronté à la réalité française. Je sais pas comment le formuler autrement, et j'ai très vite compris les enjeux, mais j'avais des intuitions. Et j'étais un peu débile, donc j'ai commencé à être un peu facho, machin. L'écueil du racisme, je l'ai pas évité au début, hein, je l'avoue. Et puis un jour, j'ai vu un autoc, La France le roi, dans la rue. Je dis ouais, pourquoi pas, why not. J'avais 14 piges. C'était
tout simplement la France, une fleur de lys, le roi en dessous, jaune sur bleu, simple et limpide. J'ai appelé le numéro, il m'a dit bah écoute, dans 2 semaines, il y a l'inauguration de l'année section Paris. Est-ce que tu veux venir? Bah bien sûr, j'amène 2-3 potes, on y va. On est chaud et voilà comment j'ai commencé à militer. Et après, bah bien sûr, j'ai petit à petit, je suis monté parce que je bénéficiais des formations de l'AF. Et du coup, bah, je les apprenais et ça fonctionnait bien. Et on a mis plein de trucs en place avec toute une équipe. Et ce qui fait que l'AF est maintenant. Alors, on ne doit pas ce que l'AF est maintenant parce que chacun a pris le relais. Et voilà, le meilleur exemple, c'est ce Discord auquel il y a 3-4 ans, on n'y aurait jamais pensé. Et ça a été mis par l'équipe qui s'est renouvelée et qui se renouvelle tout le temps. Et c'est super. Mais voilà, je pense que notre plus belle victoire, c'est d'être passé d'un camp. Parce que faut aussi pouvoir le quantifier, d'un camp d'été à, je le disais, à 20-30 même pas, à 200 personnes. Voilà, ça c'est, voilà, on le quantifie, c'est super. Et puis il y avait 0 section en dehors de celle de Paris quand on est arrivé, et maintenant il y a des sections partout, quasiment partout en France, donc c'est une belle victoire. Ouais. Voilà comment je résumerai un petit peu ce parcours. Et après, bien sûr, voilà, j'étais militant parisien, donc c'est un peu l'avantage de Paris, c'est qu'on est hyper privilégié parce que beaucoup d'actions, beaucoup de choses se passent à Paris. Donc d'abord j'ai suivi le mouvement et ensuite j'ai mis en place pas mal de trucs avec mes copains quand j'étais chef de section et ça marchait bien. Et Camelot du Roi, je l'ai dit, c'est suite à une action un peu particulière des Bonnets Rouges. Voilà. Alors justement, tu parlais du fait que l'AF a des sections un peu partout, et donc on a une question par rapport à ça de Michael de Lyon. Comment créer et développer des sections hors des métropoles, c'est-à-dire là où la population nous est plus favorable pour des raisons sociologiques? C'est une super question. Je te remercie beaucoup de la poser, Michael. Le premier moyen, c'est de s'appuyer sur le mouvement national qui dispose du fichier des adhérents et des sympathisants. Grâce à ce fichier, on a accès aux coordonnées des personnes qui habitent à côté de chez nous et on peut commencer à les contacter pour pouvoir rassembler, allez, on va dire une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de personnes pour pouvoir fonder une section. Ensuite, des cadres nationaux, pas forcément parisiens, hein, mais nationaux, peuvent venir pour faire des réunions publiques de lancement, des sessions de formation, et les militants des sections voisines se mobilisent pour parrainer en quelque sorte, pour accompagner la création de cette section, on pourrait appeler une section mère, section fille, souvent c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Je pense par exemple à une époque à Aix, qui avait été fondée par des Marseillais, alors qui avait été aidée en tout cas par des Marseillais, grâce à la proximité entre les deux villes. Certes, ça reste une grande ville, Aix, bien sûr, mais c'est un exemple qui montre les façons de pouvoir créer les choses. Après, dans ces zones-là, peut-être plus rurales, parce que c'est peut-être plus le sens de ta question, on a souvent il faut aller là où le lien social se fait. Les derniers endroits, c'est le PMU et le parvis de la messe, hein. Enfin le parvis de l'église. Voilà, c'est les deux. Moi, je suis de la campagne, hein, donc je peux le dire sans complexe. Je pense que c'est entre guillemets là qu'il faut aller. Le côté local et s'appuyer sur le national. Généralement, ça fonctionne bien. Voilà, si je peux répondre à ta question, j'espère que j'y ai bien répondu. Ok, ça marche. Bah, je pense que tu as plutôt bien répondu. Une autre question de Clément de Lyon. Avec l'ère du numérique, pouvons-nous dire que le mode de militantisme traditionnel n'est pas dépassé? Ne faudrait-il pas investir plus l'espace médiatique, donc les réseaux sociaux, la télévision, etc.? Alors, c'est une vraie question. Je te remercie de l'avoir posée. J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Il y a eu toute une réflexion qui s'est faite après par exemple la victoire électorale de Trump. Les mecs disaient les types se mobilisaient, machin, affiches, tractages, etc. Machin. Donc le militantisme traditionnel n'arrivait pas à grand chose. Et là, entre guillemets, je schématise, hein, ceux qui ont une culture internet comprendront, quelques autistes chez eux, en faisant des mèmes et en les diffusant par différents canaux. Je sais pas, Reddit, 4chan, etc., ont réussi, entre guillemets, à gagner la bataille culturelle qui a abouti à l'élection de Trump. C'est vrai que ce volet-là a été important. Je suis pas sûr qu'il ait été décisif, mais du moins, il a été important, faut le reconnaître. En revanche, c'est pas ça qui fait une offre politique crédible.
Parce que derrière, il y a le Parti républicain, qui a des sections, qui a une histoire, c'est des personnes. Trump, c'est un individu qui a des réussites professionnelles fortes, certes des déconvenues aussi, mais c'est une personne réelle, c'est pas un mème. Les gens ils n'ont pas voté pour un mème, ils ont voté pour une personne. Alors je pense pas qu'ils aient voté pour un projet, malheureusement, les Américains, mais ça c'est leur regarde. Ils ont voté avant tout pour une personne qui avait une certaine posture. Eh bien, je pense que ça démontre que ce qu'on pourrait appeler le militantisme 2.0, donc sur la toile, il est efficace, à mon avis, s'il se nourrit de la réalité de terrain. Et les identitaires le montrent, en partie, c'est-à-dire que quand ils se mobilisent pour aller sur la mosquée de Poitiers, c'est pas 10 mecs qui se filment. Et ils sont beaucoup plus nombreux. Alors, tiens, ils sont 40, ils sont 50, voilà. Mais il y a une logistique derrière, ils savent qu'ils vont tous aller en zone, enfin, du moins qu'ils vont tous être interpellés, etc. Quand les mecs vont à Calais défendre le pont, c'est pareil. Ils sont nombreux, et pourquoi ils arrivent à être nombreux? Parce que ils ont une base militante réelle qui est assez forte. Maintenant, on pourra dire, bah oui, il y avait tous les mecs de France, en fait, c'est pas si nombreux. J'en sais rien, c'est pas le débat. Il faut qu'il y ait du réel derrière, c'est ça qui fait marcher. C'est pour ça que je donnais l'exemple du militantisme hebdomadaire. Enfin, je parlais du mécanisme entre militantisme hebdomadaire, entre guillemets, quotidien, et le militantisme exceptionnel. Plus il y a de gens qui viennent aux ventes, au tractage, aux autocollages, au cercle, plus il y a des mecs qui viennent, et de plus en plus des mecs formés, qui viennent aux événements plus exceptionnels. Et c'est sur la base de ces événements exceptionnels, actions, réunions publiques, colloques, manifs, qu'on peut avoir du contenu à mettre sur Internet. Par contre, effectivement, l'outil Internet est aujourd'hui indispensable. Parce que faut pas compter sur Quotidien, sur TF1, pour faire la promotion de nos idées. Faut la faire nous-mêmes. Et évidemment, passer par les réseaux sociaux, j'allais dire, putain, quand je dis réseaux sociaux, j'ai l'impression d'être un putain de boomer, mais passer par Internet, je veux dire, c'est la question qui se pose même plus. C'est évident, bien sûr. Bien sûr qu'il faut bénéficier de tous ces savoir-faire. Je pense que c'est aussi l'AF a fait cette mutation. C'est pour ça qu'on est là, en train de se parler aujourd'hui. Qu'on est, alors je ne sais pas combien il y a de personnes connectées pour cette conférence, mais c'est 140. Et ben voilà, c'est top. Et ben c'est ça qui fait qu'on est 140 ce soir à discuter de militantisme. D'accord, merci. On a une question de Bastien de Pau. Est-ce que tu as des conseils pour concilier militantisme et vie professionnelle? Ouais, c'est une bonne question. J'avoue, je me la suis posée longtemps. Je pense d'abord que c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça passe par l'adhésion. Hein, l'adhésion, c'est on va dire ça coûte pas très cher en termes de temps. Et pour les militants de terrain, c'est une super aide parce que c'est ce qui paye les affiches, la colle, l'essence pour aller faire la tournée de collage, l'impression des tracts, c'est les autocollants, etc., etc. Toutes ces choses-là qui font vivre un mouvement. Donc déjà, adhérer, on aurait tort de le minimiser parce que c'est hyper important. Hein. L'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qu'on dit. Hein. Et je pense que là, on est dans entre guillemets, c'est une guerre d'idées, bien sûr, mais une guerre quand même. Premier élément, l'adhésion. Deuxième élément, j'appellerais ça la mobilisation ponctuelle. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que là, pour faire ce cercle, y a mon épouse qui s'occupe des enfants qui va les coucher là, à cette heure-ci, puisque c'est l'heure où ils dînent et l'heure où ils se couchent. Donc, elle prend relais sur ce moment-là. Moi, il y a sur d'autres événements qu'elle fait, elle, c'est moi qui prends le relais. C'est un équilibre qu'on a réussi à instaurer et qui marche bien. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, sur le volet peut-être plus professionnel, parce que c'était le sens de ta question, je pense pas qu'on puisse conjuguer une fonction de porte-parole avec un métier dans le privé. C'est mon avis. J'ai été confronté à certains écueils. D'autant plus que j'ai une fonction plus commerciale. En revanche, quand on est indépendant ou fonctionnaire, bon, c'est beaucoup moins contraignant. Dieu merci. On a encore un peu de liberté en France, mais sur le privé, c'est un peu compliqué. Maintenant, donc ça, c'est pour plus l'exposition médiatique et évidemment, faire beaucoup moins d'activités contraignantes, j'allais dire, en termes de répression.
faire plus d'activités qu'on peut valoriser ton savoir-faire. C'est-à-dire que je sais pas dans quel secteur tu travailles ou dans quel secteur certains travaillent là qui nous écoutent, mais on a tous une expertise dans notre secteur, voilà, ou acquis des expertises d'ailleurs par nos passions aussi, pourquoi pas, par d'autres choses, par le sport, j'en sais rien. Et c'est ça, on peut rendre des services à très haute valeur ajoutée à l'AF. Il y a des mecs qui sont graphistes professionnels, et ben ils font des graphes. Il y a des types qui sont très bons en management, ils font des formations management pour les chefs de section. J'en ai fait même 2 à l'AF, c'était canon. On a appris plein de trucs, c'était top. Heureusement qu'il y avait des consultants en management qui étaient là pour nous faire la conférence. Il y a des types qui peuvent faire des conférences techniques sur je vais vous dire une bêtise, hier Enzo et la technique, Enzo les développeurs informatiques. Bon son métier l'a conduit à se poser beaucoup de questions sur la technique, sur le travail, sur beaucoup de choses, les outils, etc., etc. Et de ça, il a réussi à pondre une super conférence. Donc je pense que c'est des mobilisations, pour résumer, plus ponctuelles, mais à haute valeur ajoutée, des interventions ou des formations à destination des militants. Voilà. Et des prêts, des prêts de bagnole, par exemple, parce que nous, quand on était môme, quand on était lycéen puis étudiant, on n'avait pas de caisse. Non, mais c'est idiot, mais on n'avait pas de caisse, donc il fallait qu'on nous prête. On demandait à des anciens militants de nous prêter leur caisse pour pouvoir aller coller. Et ça, par exemple, un mec qui bosse, il peut tout à fait prêter sa caisse à des jeunes militants qui ont le permis, bien sûr, et qui vont coller avec. Voilà. D'autant plus que ça m'est arrivé d'emprunter la caisse d'un mec et d'avoir de griller un feu rouge, et je me suis fait choper par le radar et je lui ai payé. Voilà, donc généralement les militants sont honnêtes. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Je vous encourage à le faire si vous avez la possibilité de le faire. Très bien, merci, parce que bon, c'est vrai qu'on a des militants qui bossent, mais donc ça peut toujours aider de savoir ce genre de choses. On a Antoine qui demande est-ce que tu peux expliquer en quoi l'AF, en plus d'être une école de pensée, est aussi une famille? Oui, je peux ouais, bien sûr. Bien, écoute, quand j'ai eu besoin de trouver un boulot dans mon secteur, le premier truc que j'ai fait, c'est appeler un mec de l'AF. Un mec plus ancien, qui était de une ou deux générations militantes de plus, qui m'a vachement conseillé dans la façon de faire mon CV, la façon de gérer les entretiens, parce qu'il bossait il avait le boulot que je voulais faire. Donc j'ai demandé plein de conseils, il m'a vachement conseillé. Quand j'ai voulu emménager, acheter un appart, je me suis tourné vers un agent immobilier de l'AF. Le mec, il m'a fait une réduction, enfin j'ai payé moins cher, et en plus il m'a hyper bien conseillé, il a été hyper dévoué, il a été hyper top, etc. Je fais partie d'un réseau d'anciens, enfin j'ai fondé le réseau d'anciens de mon école, qui, chose étonnante, on n'avait pas. Premier événement qu'on a fait, il faut que je trouve un resto. J'ai appelé un mec de l'AF que je connais, il m'a dit putain ouais, j'ai une salle, j'ai un resto, viens, etc. Il m'a fait un prix. En même temps, je lui ai fait bien gagner sa vie. On a eu un super moment. Tout le monde était content, tout le monde était gagnant, et c'est toujours pareil. Dès que vous avez besoin de quelque chose, quand vous êtes militant, il y a toujours un autre militant qui fait, qui connaît, ou qui a ce dont vous avez besoin, et vous pouvez lui demander de l'aide ou des conseils. Et j'ai rarement vu, parce que moi personnellement je suis catholique, et il y a beaucoup d'entraide chez les chrétiens, mais il faut pas se mentir, il y a aussi des mecs sous prétexte que c'est des cathos, et bon, c'est des grosses raclures, quoi. Là, c'est toujours désintéressé, toujours honnête, toujours bienveillant et tout. Et j'ai aidé aussi beaucoup de jeunes qui cherchaient du boulot dans mon secteur. Je les ai branchés avec des mecs que je connaissais qui n'étaient pas forcément du milieu d'ailleurs, enfin du milieu, qui n'étaient pas forcément des militants, etc. Mais faire bénéficier aux autres notre expérience et nos connaissances. Voilà pourquoi, à mon avis, l'AF est une famille militante. Voilà. Après, les amis, le parrain, le machin, ça c'est plus de l'ordre de l'intime. Et je pense pas que ce soit forcément l'objet, hein. Mais je pense qu'il y a un réseau d'entraide qui est très fort, une camaraderie qui est très très forte. Ok, merci
Cette camaraderie, on peut la voir au quotidien si on rentre à l'AF. On a une question de Thomas de Paris qui est plutôt intéressante. Comment est-ce qu'on peut rassurer des gens qui seraient qui seraient hésitantes au fait de rejoindre l'AF parce qu'ils auraient cette image d'un mouvement violent en comparaison à d'autres mouvements? Ouais, alors mouvement violent, je sais pas. Parfois il y a effectivement je sais pas comment dire ça, ouais, il peut y avoir du grabuge, etc. Mais c'est pas l'essentiel des actions à l'AF. L'essentiel des actions à l'AF, ce sont des actions politiques. Et quand je parlais de tractage, de vente de journal, de conférences, de cercles, de réunions publiques, il n'y a pas beaucoup de castagnes. Moi, j'avoue que des bagarres, j'en ai vécu quelques-unes en 10 ans, mais honnêtement, j'en ai vécu 4. C'est moins d'une tous les 2 ans quand même. C'est pas gigantesque. Alors c'était des bonnes bagarres, mais il y avait un service d'ordre, j'en faisais partie de temps en temps. Tout le monde n'était pas obligé d'y participer, tout était très bien organisé, et c'est jamais et ça je peux le dire, nous n'avons jamais organisé et je n'ai jamais participé à une action qui visait à l'agression ou à l'attaque d'événements politiques adverses, ou rivaux, ou j'en sais rien. Jamais. Et ça, c'est la force de l'AF, c'est-à-dire que nous, on veut faire du politique, mais on n'a rien à faire d'aller se taper ou d'aller, voilà. C'est le politique qu'on veut. Par contre, parfois, effectivement, on sait, et je pense qu'on a compris, ça se retrouve dans la maxime, la violence au service de la raison. C'est-à-dire que parfois, quand on dit violence, attention, je parle pas de brutalité, voilà. Parfois, pour se faire entendre, il faut faire des actions d'agite propre. Parfois, il y a des trucs un peu illégaux. Ouais, mais illégal, ça va être quoi? Bloquer une rue, occuper un monument, machin. Bon, c'est quoi le pire? C'est de se choper une petite garde à vue, un petit rappel à la loi. Bon, c'est jamais bien méchant, tout le monde est prévenu avant, donc il faut vraiment dédramatiser ce côté-là. Et si jamais il y en a qui ont pour qui ça pourrait vraiment porter de préjudice, il y a toujours des solutions qui sont trouvées, où on les fait pas participer ou participer autrement, etc. Il faut vraiment pas avoir peur de ça. C'est très professionnel. C'est pas à l'à peu près, etc. Il y a des formations pour ça, pour les responsables et tout. Enfin, je tiens à rassurer toutes les personnes qui pourraient avoir peur de ce volet-là. C'est pas du tout pesant. Il y a pas de pression. Il y a pas ce côté-là. Vous voyez, moi, je suis père de famille. Je suis cadre dans une grosse boîte. Et à côté, j'ai ma société. J'en ai jamais. Ça m'a jamais porté vraiment préjudice. Voilà. En tout cas, quand je fais et pourtant j'ai fait des trucs vraiment, voilà, un peu débiles parfois, mais voilà. Et quand je pèse le pour et ce que ça m'a apporté, ce que ça m'a retiré, vraiment il n'y a pas photo. Je re-signe les yeux fermés. Voilà. Ok, merci. Une question de Xilef. Je sais pas si j'ai bien prononcé. Comment peut-on militer en étant jeune, en militant d'ailleurs contre l'opinion de ses parents ou de sa famille? Alors c'est très difficile. D'abord, je l'ai vécu aussi comme toi. Même si mon père était plutôt bienveillant, il était assez absent et ma mère était absolument contre ces idées-là. Donc c'était très difficile. J'étais en cachette. Il y a eu des grosses crises familiales à cause de ça, justement. C'était vraiment compliqué. Moi, ce que je peux conseiller, c'est d'abord de ne pas le faire avant qu'on ne soit majeur. C'est trop grave, trop important, faut pas mentir sur son âge. Vraiment, si vous n'avez pas 18 ans et que vos parents ne sont pas d'accord, ne militez pas. Formez-vous, renseignez-vous, attendez d'avoir 18 ans. Ensuite, idéalement, il faut le faire quand vous n'habitez plus chez vos parents, parce que si vous habitez chez vos parents, il y a une sorte d'autorité parentale qui s'entend quand même. Quand on a 19 ans ou 20 ans, qu'on habite chez les parents parce qu'on est étudiant, c'est difficile de faire des choses contre leur gré. Maintenant, si ça pose des problèmes familiaux, peut-être que c'est parce que vous n'êtes pas prêt encore. Pas encore assez mature, pas encore vécu assez de choses pour pouvoir vivre ce militantisme sereinement. Voilà. Si jamais vous n'arrivez pas à attendre et que vous avez vraiment envie de franchir le pas, ce que je peux comprendre, parce que moi je l'ai fait à 14 ans, contre l'avis de mes parents, parce que j'aurais pas demandé, je faisais ça en cachette pendant plusieurs années,
aller aux événements, aller au cercle, voilà, passer des moments de cohésion, etc. Mais généralement, les chefs de section sont compréhensifs et ils vous font démarrer un peu tranquillement. Voilà. Ils vous mettent pas dans des grosses dispositions, mais voilà, si on devait retenir quelque chose, vraiment, avant d'avoir 18 ans, c'est quand même quelque chose à éviter. Là, on a une autre question qui rejoint un peu ce thème de la famille de Wab. Le militantisme se restreint-il à l'espace public et au mouvement, ou bien s'exerce-t-il aussi sur ses proches ou au sein de la sphère familiale? Alors, je comprends la question et j'adhère un peu au parti pris, puisque oui, en tout cas, si la question est faut-il être cohérent avec ses idées dans sa vie intime, entre guillemets, sa vie privée, 1000% oui, ça commence par là. Un mec qui, dans sa vie, dans sa consommation même, ou des choses comme ça, n'est pas cohérent avec ses idées, c'est-à-dire que ses idées ne sont que des postures, et s'il les met pas en pratique, elles valent rien, c'est du vent. Ensuite, dans la sphère familiale, il faut aussi avoir d'autres sujets de conversation. Je le disais tout à l'heure, il y a des mecs parfois qui ne pensent qu'à ça, qui ne parlent que de ça, et dès qu'il y a des gens qui sont pas d'accord, et puis ils savent pas parler et réagissent vraiment fort. Je sais pas si quelqu'un s'identifie à ça ou a déjà vécu ces moments-là. Moi j'étais comme ça. Mon petit frère, qui partage nos idées, qui était militant aussi, était comme ça aussi beaucoup. Un peu agressif quand il parlait, puis toi on reproche, et puis il débitait des trucs, des phrases, machin. Et c'est insupportable. Donc il faut faire attention à pas saouler les autres, mais bien sûr, ne faut pas se défiler, il faut pas cacher qu'on est militant ni rien. Donc oui, bien sûr, on peut en parler dans la sphère intime, mais on n'est pas non plus vos amis. C'est pas est-ce que ça va être plus vos amis si vous arrivez? Est-ce que vous serez encore plus amis si vous arrivez à les convaincre? Je suis pas sûr. Vos amis, c'est vos amis comme ils sont. Vous choisissez pas vos amis par rapport à leurs opinions politiques. Donc oui, il faut pas se débiner, il faut être dans l'échange d'idées, mais on n'est pas sur un terrain d'apostolat quand on est en famille et quand on est avec ses amis. Je pense que ça c'est très important effectivement de quand même de savoir faire la part des choses. D'accord, merci. Question de Lucas de Lille. Comment diffuser nos idées, que ça soit au niveau du contenant ou au niveau du contenu, auprès des publics plus réceptifs, comme un public macroniste? Alors macronistes, ça veut dire qu'ils ont déjà des a priori, des axiomes, une philosophie politique, des idées politiques, s'ils sont macronistes. Parce que sinon, ils seraient rien. Je sais pas si vous entendez ma poule, elle vient de pondre, je suis très content. Elle chante. Oui, et si tard, et elle est très bizarre, elle pond le soir. Comment diffuser ces idées aux macronistes? Honnêtement, j'en sais rien. Enfin, après, auprès de la plupart des Français, faut faire comme avec les autres, je crois. Avec tous les canaux de diffusion dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont proposés par la F. Auprès des macronistes en particulier, je sais pas. Pour moi, c'est un animal entre guillemets, un animal tellement abstrait, tellement insaisissable, le macroniste, que c'est un peu compliqué. Maintenant, de ce que je crois savoir des macronistes, s'il y a un côté libéral et progressiste, il y a aussi un peu ce côté gaullien, j'ose le dire, parce que être macroniste, il y a Macron dedans, il y a la personne d'Emmanuel Macron. Je connais pas d'autres personnalités du macronisme, parce que dans celles qui sont du moins connues, Christophe Castaner vient dans les premiers d'ailleurs. Il vit par son adulation de Macron. Donc on aurait du mal à envisager Christophe Castaner seul. Ça reste un lieutenant de Macron. Voilà. Et je pense que si jamais un jour Macron a des déconvenues politiques, bref, peu importe, mais si demain Macron se retire de la vie politique, je pense pas qu'on entendra parler plus que ça de Castaner. Donc il y a peut-être ce côté image, l'individu, la personne, le chef de l'État, un côté un peu institution, et c'est peut-être là-dessus, sur ces thèmes-là, qu'il faudrait jouer pour séduire des macronistes qui sont passés de Startup Nation un peu rêveuse, un peu folle, un peu
un peu 68, faussement 68 ards, mais avec des petits relents, tu vois, des petits reflets de 68, non pas que je préfère largement 68 ards à eux d'ailleurs, hein, mais faussement 68 ards, c'est-à-dire le vernis 68 ards est derrière le bon libéral, mais peut-être un peu moins libertaire. Enfin bref, je pense que vous voyez où je veux en venir. Malgré ces débuts-là, aujourd'hui, il y a un côté respect. Non, c'est le président, il a été élu, le chef de l'État, il faut le respecter. Les gilets jaunes sont des révolutionnaires, etc. Voilà. Donc, si on veut parler dialogue, si demain je devais dialoguer avec un macroniste, je parlerais beaucoup des institutions, de la respectabilité, de la continuité et de la stabilité de la monarchie. Voilà ce que je dirais. Je sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, c'est le contenu, enfin le contenant, pardon, sur non, je m'en mêle les pinceaux. C'est le contenu de ce que je présenterai à un macroniste maintenant sur le continent. Par quel moyen, par quel canal? Je ne suis pas encore posé la question, mais pour les macronistes en particulier. Ok, ça marche, merci. Question de Robin d'Arras. Est-ce qu'un coup d'éclat comme ceux des Camelots du Roi, notamment durant l'affaire Talamas, serait bénéfique à l'heure actuelle? Serait-il bénéfique pour notre image ou plutôt nocif? Très bonne question. Alors comme Talamas, il s'agit de mettre une fessée à un professeur pendant un cours. Alors nous, ça nous fait marrer. Je sais pas si ça ferait marrer tout le monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de tout temps, l'AF a compris que dans ses actions politiques, il fallait parfois savoir être drôle. Et quand c'est rigolo, sérieux mais rigolo, hein, attention, hein, rigolo ça veut pas forcément. Mais quand c'est drôle, c'est-à-dire que c'est une vanne, et les gens qui sont contre nous ont tout de suite une posture réactionnaire. Mais 68 a très bien compris. Hein. Je pense que c'est les 68 les réactionnaires. Mais comme ils étaient drôles, eh bien, c'était eux les gentils rêveurs et les gaullistes et les réactionnaires. Donc, dans nos actions type Talamad, parce qu'on parle de Talamad carrément, qui vient de cette affaire Talama, qui avait dit que Jeanne d'Arc, quand elle était folle, elle entendait des voix, du coup les mecs le fessaient, etc. pendant son cours, qui est en Sorbonne, je crois, si je me trompe pas. Il faut faire des trucs marrants. Donc sur des banderoles, avoir des slogans marrants, être du côté des rieurs, et quand on est du côté des rieurs, souvent on a du mal à nous décrédibiliser, parce que les mecs s'en mêlent les pinceaux et ont une posture, voilà, on va dire vieillarde, réactionnaire, boomeuse, boomer, ce que vous voulez. Voilà ce que je pense il faut faire des néo-talamades, moins violents, parce qu'à l'époque quand même, c'était la violence faisait partie de la politique, hein. Les mecs se tapaient dessus tout le temps, machin. Là, on a une société beaucoup plus aseptisée, donc il faut aussi aller avec. Et par contre, faire des trucs plus marrants. Je donne un exemple. Quand l'affaire Delaveau, pendant le bicentenaire de la Révolution, 1989, il y a eu une cantatrice Delaveau qui chantait des chants révolutionnaires, etc. Et ben les mecs de la F, au lieu d'aller la tabasser, par exemple, ce qui aurait été idiot, mais voilà, eh bien ils l'ont aspergé de colorant bleu, du bleu de méthylène, qui est un peu indélébile, etc. Ça c'est un peu violent, mais c'est rigolo. Elle se retrouve complètement bleue, la couleur bleue, les bleus, les révolutionnaires, etc. Eh bien ça c'est marrant, et ça peut être une inspiration pour des modes d'action du style Talamad. Peut-être que Talama aujourd'hui on l'aspergerait de colorant blanc indélébile, peut-être, j'imagine. Entarté, récemment il y avait un mec de l'AF qui a entarté Éric Coquerel. Voilà, pourquoi pas, ça peut être un moyen. D'accord, merci. Là, on va faire la dernière question. J'ai gardé celle-là pour la fin exprès. Question d'Anastasia. Qu'est-ce qu'un militant bien formé? Alors, un militant bien formé, c'est un militant qui, en 3 ans, arrive est passé au niveau 2. Si je devais quantifier un peu la chose, hein, et donner un étalonnage, au niveau 2, et en 4 ans au niveau 3. 2-3 ans pour le niveau 2 et 4 ans pour le niveau 3. C'est un militant qui répond présent quand on lui demande de se mobiliser. C'est un militant régulier
qui vient systématiquement, qui a pris des habitudes militantes. C'est un militant qui a compris que être un FAF pouvait être un antonyme pardon, aussi c'est antonyme, ça qu'on dit, pouvait être à l'opposé d'être un bon militant politique. Un bon militant, c'est quelqu'un qui sait exposer ses idées de manière claire et audible et qui s'adapte à son auditoire. Un bon militant, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui est fiable, qui est honnête et qui est modeste. Voilà. D'accord, ben merci Antoine pour ta conférence. J'espère que ça aura bien instruit toutes les personnes qui étaient présentes. On a été 140 aujourd'hui. C'est cool. C'est très bien même. C'est super. C'est encourageant pour la suite. Je vous remercie à tous. Et puis si Antoine, tu as un dernier mot à dire, je te laisse le faire. Eh ben, militez. Si vous ne militez pas, vous passez à côté d'une grande aventure. Ok, bah, je trouve que c'est une bonne conclusion. Donc, merci.